Alors, sans plus tarder, moi, je ne suis pas ici pour parler parce que les experts, ce sont ces gens-là. Alors, je vais vous les présenter. Je vais commencer par la première. Ils vont, les gens à l'avant vont parler environ 5-6 minutes chaque de leur sujet, du genre de choses dans lesquelles ils ou elles sont spécialisés. Et après tout ça, donc, ça va durer environ une trentaine de minutes. Après ça, on ouvre les questions, les commentaires, puis on a du plaisir. OK? Alors, la première personne que je voudrais vous présenter, c'est Isabelle Ouellette-Morin. Alors, Isabelle est professeure adjointe en criminologie à l'Université de Montréal. Lors de son post-doctorat effectué à l'Institut de psychiatrie de Londres, elle a étudié la réponse physiologique au stress dans un contexte de victimisation. Elle s'intéresse aux conséquences de la victimisation, comme l'intimidation, par exemple, sur la santé mentale et la conduite des adolescents et des jeunes adultes. Alors, Isabelle, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Êtes-vous stressé? Non, pas du tout. Savez-vous que si on demandait à des adultes comment ils pensent ou comment ils définissent le stress, la plupart des adultes, puis on l'a fait à Montréal, hein? On est allé dans une sortie de centre d'achat, puis on a demandé aux adultes de nous dire c'est quoi le stress pour vous? Bien, tous les adultes nous ont dit, moi en tout cas en grande majorité, nous ont dit c'est la surcharge de travail. Fait que si on prend cette définition-là de surcharge de travail, techniquement, à part le travail que vous devez faire à l'école, vous ne devriez pas être stressé. Pensez-vous que c'est une bonne définition, ça? Non, hein? Effectivement, le stress, je pense que chacun de nous en vivons, ça fait partie de la vie normale, mais certains d'entre nous en vivons plus que d'autres. Comment vous reconnaissez si vous êtes stressé? Y en a-tu qui pourraient nous dire, oui? Tu trembles, super. D'autres? Vous ne vivez pas de stress, hein? Vous ne savez pas c'est quoi? Oui? Des mains. Hein? Des pieds, des mains. Des mains, des pieds, les mains moites, oui? D'autres choses? Oui? J'ai pas compris. Plus d'angoisse, d'anxiété, oui? Oui, la respiration est bloquée. C'est comme si on venait respirer tout en haut, là, puis on n'était plus capable de respirer avec tout le bedon. Oui? On est nerveux. Il y a plein de façons de reconnaître notre stress. Notre corps est le meilleur instrument pour reconnaître si on est stressé ou pas. Hein? Habituellement, lorsqu'on est stressé, il y a une hormone du stress qui se propage dans tout notre corps. Puis en plus de l'adrénaline, hein, vous connaissez de l'adrénaline qui nous fait faire avoir une force supérieure. Et tout ça, ça indique au corps qu'il est dans une situation potentiellement dangereuse ou qu'il faut qu'il déploie toute l'énergie pour être capable de sortir de cette situation-là. Hein? Pensez à l'homme des cavernes quand il y avait un mammouth devant lui, puis qu'il voyait le mammouth, soit il courait puis qu'il avait beaucoup d'énergie, puis qu'il réagissait vite, puis qu'il se sauvait, puis qu'il arrivait à survivre, ou soit qu'il mourait. Hein? Le problème maintenant, c'est qu'on a tout le même système d'alarme encore, mais on ne vit pas avec les mammouths. Peut-être d'autres formes de mammouths, mais pas avec les vrais mammouths. Fait que notre système d'alarme fonctionne encore de la même façon que les hommes des cavernes. Hein? Ce qui est une bonne chose parce que votre corps est capable de repérer les situations de stress, les situations de menace très rapidement. Mais des fois, lorsque votre corps détecte trop de situations de stress, vous n'êtes plus capable de faire calmer votre corps une fois qu'il y a une situation stressante qui est arrivée dans votre vie. Là, ça peut avoir des effets sur votre santé mentale aussi, mais santé physique aussi. Je voudrais peut-être, une des choses qui est importante pour vous, même si vous me disiez que vous avez jamais vécu de stress, je suis pas sûre que je vous crois là-dessus. Une des choses qui est importante, c'est comment reconnaître, premièrement, votre stress, et deuxièmement, comment reconnaître les situations dans lesquelles vous êtes plus susceptible de vivre du stress. Hein? Parce que ça, c'est une bonne façon pour pouvoir identifier les situations qui sont probablement que vous vivez comme étant difficiles. Puis ça vous permet de potentialiser, de venir chercher toutes les ressources que vous avez pour pouvoir soit régler la situation ou pouvoir l'éviter lorsque vous ne pouvez pas rien faire. OK? Alors, des situations stressantes, est-ce que vous en avez des exemples? Examen, oui. Un spectacle. Quand vous le donnez un spectacle? Ou quand vous allez dans un spectacle? Donner, musicien, oui. Donc, on est présent à la scène. Là, aujourd'hui, là, si je mesurais mon hormone de stress, ça serait probablement un peu plus élevé. Puis si vous donnez un spectacle, j'allais mesurer votre hormone de stress juste avant de rentrer en scène. Probablement, je verrais que vous êtes stressé. D'autres situations? Oui. Une entrevue. Okay. Oui, tout à fait.
D'autres? Un oral, oui. Des fois, ça se peut-tu que dans les relations avec les autres, on vit du stress? Oui, hein? Eh oui. Quel genre de déclaration? Tout à fait, tout à fait. Habituellement, lorsqu'on regarde tout le monde, toutes les situations stressantes qu'ils nous disent, habituellement, il y a 4 facteurs communs qui sont susceptibles d'admettre du stress. Soit, puis on le décrit comme étant du ciné. Donc, soit on manque de contrôle dans la situation. On a l'impression qu'on n'a pas de contrôle. Soit c'est une situation qui était imprévisible, que difficile de savoir qu'il y allait quelque chose comme ça qui allait se passer dans telle journée ou dans telle situation. Troisième, c'est une situation qui est nouvelle. On n'a jamais été confronté à ça. Vous n'avez jamais donné un spectacle de musique, puis là, pour la première fois, vous voulez participer à un spectacle de musique, mais c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Donc, c'est bien difficile pour vous de pouvoir vous projeter dans la situation puis savoir comment vous allez réagir à cette situation-là. Et la dernière, l'ego. Hein? Quand on veut impressionner quelqu'un ou on veut que quelqu'un réalise à quel point on est bon, habituellement, ce sont des situations qui risquent d'être plus stressantes que d'autres. OK? Donc, une première façon, reconnaître les situations dans lesquelles il y a du ciné. Puis après ça, ça va vous aider en reconnaissant votre façon de réagir physiologiquement au stress, à vous dire « Oups, il y a un système d'alarme qui est en train de partir, il faut que je fasse quelque chose. » Puis je pense que dans les questions après ça, on va pouvoir parler de quoi faire lorsqu'on est stressé. OK? Merci Isabelle. Bon, ben oui. Hein? J'ai lu aussi, puis on en reparlera, mais j'ai lu à un moment donné que dans les 10 peurs, les plus grandes craintes des humains, bon, l'avion, la maladie, les ascenseurs, les animaux, mais le numéro 1, apparemment, c'est parler en public. Apparemment que parler en public, c'est ce qui énerve le plus les gens. Merci Isabelle. Je passe maintenant le micro à notre deuxième invitée, Mme Catherine Paradis. Catherine est chercheure principale pour Éduc-Alcool. Elle est coordonnatrice du groupe de travail sur le jeu en ligne également. Elle a fait son doctorat en sociologie des conduites addictives à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse à la prévention des comportements addictifs à risque, à la promotion des environnements et contextes favorisant de saines habitudes de vie et au soutien au développement de programmes, lois et règlements en lien avec la santé et le bien-être. Catherine. C'est toute une introduction, ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? Alors, moi, ma grande spécialité, c'est la consommation d'alcool. Et j'ai envie de commencer en vous demandant, est-ce qu'il y en a là, qui, dans la dernière année, sont allés dans un party vraiment trippant? Avez-vous eu une soirée qui était le fun, là? Ah, ouais, je vois ça, là. Combien d'entre vous ont 18 ans ou plus? Donc, tous les autres là, qui est allés à un party vraiment trippant, je dois conclure qu'il n'y avait pas une goutte d'alcool dans ce party-là. Hein? C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Faites-vous-en pas, je ne suis pas ici pour vous faire la morale aujourd'hui, c'est pas du tout mon intention. En fait, vous êtes assez normaux. On a fait un sondage dans toutes les écoles secondaires du Québec et on a demandé à tous les élèves, à tous les élèves du secondaire si ils avaient déjà pris de l'alcool. Et en secondaire 3, il y en a à peu près la moitié qui nous disent oui. Puis en secondaire 4, il y en a à peu près 60 %. Puis rendu en secondaire 5, il y en a à peu près 70 %. Fait que c'est comme ça que ça se passe, on le sait. Par ailleurs, ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que chez les élèves du secondaire, parfois quand on consomme de l'alcool, on en consomme de manière excessive, un petit peu trop. D'après vous, comment est-ce qu'on définit une consommation excessive? Vous pensez là, que boire trop, c'est prendre combien de bières ou combien de verres de vin ou combien de shooters? Ça serait combien d'après vous? Combien? Quand tu deviens sous, OK? Effectivement, c'est une bonne définition, mais ça n'en prend combien à peu près là, pour que les scientifiques disent ça, c'est une personne qui en a trop pris et qui est probablement saoule? J'ai entendu 15, j'ai perdu connaissance, je me suis relevée. 10. Alors, pour les jeunes, là, on considère qu'à partir de 3 verres, c'est excessif. À partir de 3 verres, là, vous commencez à augmenter les risques de tout un paquet de problèmes.
Alors, je vais vous en parler un petit peu plus, mais avant, j'aimerais ça vous expliquer. En fait, il y a 2 choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. La première, c'est que pourquoi, quand on est un adolescent, on a tendance à boire de manière excessive quand on boit, plus que chez les adultes. Puis l'autre chose dont je vais vous parler, malheureusement, c'est que s'il y a un moment de la vie où c'est probablement pas une très bonne idée de consommer de l'alcool de manière excessive, c'est à l'adolescence, pour un paquet de raisons dont je vais vous parler aussi. Alors la première, pourquoi est-ce qu'à l'adolescence, on est prédisposé à boire de manière un peu excessive? Oui, des idées. Pour faire comme tout le monde, oui. Parce qu'on ne connaît pas nos limites. Parce que c'est nouveau. Ah, là, on vient de toucher à quelque chose de très intéressant. Oui? Pour avoir du fun. Parce qu'on n'est pas conscient des conséquences. Vous êtes vraiment très, très fort. À cause de l'influence des médias, de la publicité, les annonces. Hein? Du web, oui, sur le web, bien sûr. Alors, tout ça est vrai. Il y a tout, là, ce que vous avez surtout nommé, c'est tout un ensemble de facteurs qu'on dit environnementaux. Hein? Vous vivez dans un environnement, vos amis, ça vous incite à boire, le web, ce que vous voyez, la publicité, puis aussi parce que l'alcool, effectivement, comme une de vos camarades l'a mentionné, bien, ça désinhibe et donc on a un petit peu plus de fun au début. Mais vous avez aussi une collègue qui a dit « parce que c'est nouveau ». Puis, ce qu'on sait, c'est qu'à l'adolescence, le cerveau est en plein bouleversement. Le cerveau se transforme complètement. Et notamment, tout le lobe frontal à l'avant de votre cerveau, il n'est pas encore complètement formé. C'est comme les autres organes dans votre corps, là. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en croissance, mais votre cerveau aussi est en croissance. Et ça fait la chose suivante. C'est que d'une part, à l'adolescence, parce que le cerveau est en croissance, on aime les sensations fortes et on les vit pleinement. Tu sais, là, vous autres, quand vous aimez une toune, là, vous l'aimez. Hein? Vous l'aimez, là, c'est effrayant comment vous l'aimez. Puis vos amis sont importants. Puis quand, là, ton chum ou ta blonde te laisse, ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Toutes les émotions sont vécues très, très, très fortement. OK? Il y a tout ça. Et en même temps, vous avez aussi le lobe frontal qui est en pleine croissance, puis ça fait malheureusement, je vous l'annonce, vous avez un petit peu de difficulté à anticiper ce qui arrive quand vous posez une action quelconque. Tu sais, on entend des fois par la radio des jeunes qui ont fait, comment on appelle ça, du car surfing sur l'autoroute. Tu sais, je veux dire, tout objet en mouvement va vouloir continuer. Tu sais, un adulte entend ça, puis dit, il y avait l'auto, il a accroché des skis en arrière, puis il a pensé que quand l'auto a arrêté, il allait arrêter lui aussi. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais l'adolescent a de la misère à prédire, à penser qu'est-ce qui va arriver dans une situation dangereuse. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes nono, loin de là. Parce qu'à l'adolescence, en même temps que tout votre cerveau est en croissance, c'est là que vous êtes le plus capable d'apprendre. Votre cerveau va vite, là, plus vite que tout notre cerveau à nous autres ici en avant. Si vous avez le goût d'apprendre à parler mandarin ou le finnois ou le norvégien, là, c'est le temps. C'est le temps, là, votre cerveau, il n'a jamais été aussi prêt à apprendre des choses. Vous êtes des êtres extraordinaires en ce moment. Mais tout ça qui se passe dans votre cerveau, là, le cerveau qui va vite, le goût du risque, tout ça, bien, c'est ça qui vous donne peut-être envie de, quand vous allez prendre de l'alcool, de dire ça me semble que ça serait plus le fun si j'en prenais plus. Hein? Il me semble que ça serait un petit peu plus risqué, fait que je vais en prendre plus, ça va être plus le fun. Fait que ça l'explique un peu sur le plan biologique ce qui vous prédispose à boire de manière excessive. Et il y a en plus tous les autres facteurs que vous avez nommés tantôt, vous étiez vraiment très, très fort. Alors là, vous êtes à l'adolescence, vous êtes dans un party, vous avez le goût du risque, vous avez le goût des sensations fortes. Fait qu'au lieu de dire je vais prendre un verre de vin ou un shooter de tequila, vous vous dites je vais en prendre 15. Très mauvaise idée. Très, 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 très mauvaise idée. Alors pourquoi? Bien, prendre de l'alcool de manière excessive, c'est sûr que ça va avoir des impacts sur votre santé. Hein? Je viens de le dire, votre cerveau est en croissance, tout votre corps est en croissance. Quand là, qu'on a, par exemple, une plante qui est en train de pousser, si on met un produit toxique dessus, là, elle ne poussera plus très bien. Hein? Bien, de l'alcool, c'est toxique aussi. Puis
Puis en prendre sur un objet qui est en croissance, ça fait plus de tort que sur un vieil objet comme nous on est, là, puis qui a fini de pousser. Tu sais, nous autres, on peut en prendre un peu plus, ça va moins nous affecter. Vous, beaucoup. Ça va affecter un paquet d'affaires. Ça va affecter notamment votre sommeil. Quand on boit, on dort moins bien. Or, quand on dort moins bien, il y a deux affaires qui se passent. Ça affecte notre hormone de croissance et notre hormone de satiété. Et là, je ne vous poserai pas la question, mais ça m'étonnerait beaucoup que parmi vous, il y en ait qui rêvent d'être petits et gros. Ça m'étonnerait beaucoup, 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 beaucoup. Là, c'est rarement le rêve de l'adolescent. Et je regarde ici, il y a beaucoup de garçons, puis si je vous disais, vous allez arrêter de grandir, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça ne ferait pas l'affaire. Je pense que vous souhaitez tous continuer à grandir. Mais quand on boit de l'alcool, on dort moins bien. Puis quand on dort moins bien, notre corps arrête de sécréter une hormone de croissance. Donc, ça peut avoir consommé de l'alcool de manière excessive à l'adolescence, ça peut avoir un frein sur votre croissance. L'autre chose aussi, quand on dort moins bien, notre corps arrête de sécréter l'hormone de la satiété, celle qui nous dit « arrête de manger, tu n'as plus faim ». Alors, on mange plus que ce qu'on devrait. Alors, boire de l'alcool, moins bien dormir, moins grandir et grossir. Habituellement, pas quelque chose qu'un adolescent souhaite. Puis, il y a aussi tout un paquet de problèmes. Quand on est sous à l'adolescence, il y a tout le risque des accidents et des incidents, notamment les accidents de la route. Mais là, avant que David me frappe avec son Aresta, je vais arrêter là, puis vous pourrez me poser tout un paquet de questions sur ça tantôt. C'est fascinant. Merci, Catherine. Puis oui, il y a plusieurs questions qu'on va avoir là-dessus. Oui, on peut applaudir. Oui. Et en passant, s'il y a des questions qui vous viennent en tête au fur et à mesure que nos invités parlent, prenez-les en note. Alors, tantôt, ça pourra faciliter le début de la période de questions. Alors, merci Catherine. Notre troisième invité, je vous présente Joanne Otis. Joanne est titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation à la santé à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Elle a fait son doctorat en santé communautaire à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse, Joanne, à la promotion de la santé sexuelle et à l'éducation sexuelle préventive. Alors, ses domaines d'expertise incluent, entre autres, évidemment, le VIH-Sida, les personnes vivant avec le VIH et l'homosexualité. Ça s'anime, Joanne, ça s'anime. OK, alors bonjour tout le monde. Je suis la plus vieille de la gang, mais je suis la seule ou la spécialiste du sexe, donc... l'âge ici n'a pas d'importance. Alors, juste pour revenir sur le curriculum vitae qui vient de vous être présenté, avant d'être une scientifique, j'étais une maîtresse d'école. J'ai enseigné au secondaire pendant 10 ans. J'étais un prof d'éducation physique. Alors, vous voyez l'éducation physique où ça mène, au sexe et à la science. Alors, cela étant dit, c'est ça. De quoi on va parler aujourd'hui? Je ne sais pas dans quelle direction on va aller. Je vous avoue que j'ai plus envie d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Mais peut-être en gros, pour réchauffer un petit peu tout ça, j'aimerais peut-être vous demander, c'est quoi pour vous être un adolescent qui est en santé sur le plan de sa sexualité? Comment vous voyez ça? Je suis en santé sur le plan de ma sexualité. Oui. C'est excellent. Donc, je vais essayer d'interpréter tes propos. Quelqu'un un garçon qui est capable d'avoir une érection, c'est ça? Oui, c'est un excellent indicateur de santé sexuelle. Est-ce qu'on a d'autres dimensions, d'autres indicateurs qu'on pourrait nommer? On les garde pas pour soi, là. Je pense qu'il faut être généreux et partager aujourd'hui. J'entends pas bien. J'aimerais ça avoir vos idées. Oui. Oui, j'ai répété la question. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui nous aide de notre point de vue des scientifiques, qu'est-ce qui nous aide à dire, elle est en santé sur le plan sexuel, elle peut-être moins, lui beaucoup, parce qu'il est dur. Quels sont les indicateurs qui nous permettent de dire que quelqu'un est en santé sur le plan de sa sexualité? Il est en forme, oui, ça veut dire quoi? Pardon? Il en parle?
Il est capable de communiquer, il est capable d'échanger. Communiquer à propos de quoi? Du sexe, mais de façon plus personnelle. Je pense que c'est important ce que tu soulignes. C'est quelqu'un qui se connaît bien, hein, comme être sexué, comme garçon, comme fille. Quelqu'un qui connaît bien son corps, quelqu'un qui se connaît bien dans sa tête. Il voit ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, capable de définir ses limites. Donc, pour toi, c'est quelque chose qui te ferait dire, moi, si je suis comme ça, je suis en santé sur le plan sexuel. Morceau de robot, c'est excellent. Est-ce qu'on fait qu'on a sur le plan physique, la capacité d'être, en tout cas, que les organes génitaux fonctionnent bien, que la mécanique fonctionne bien. Puis on a sur le plan plus psychologique, la capacité de se connaître, de donner ses limites et tout ça. Est-ce qu'on a d'autres indicateurs? Sur le plan plus interpersonnel, là, qu'est-ce qui fait que... Vas-y. Oui, hein, c'est plate à dire, mais la sexualité, il y a une partie aussi qui est tentée, hein, de rester en santé, de pas... Quel genre de problème on peut vivre sur le plan de la sexualité? Le sida, hein, qui est un... Le sida, en fait, c'est le nom qu'on donne aux infections qui sont possibles lorsque notre système immunitaire est atteint par le virus qu'on appelle le VIH. Ça, je pense que vous connaissiez ça. Donc, c'est le VIH le problème, a priori. Puis, si notre sexualité est difficile à négocier dans certaines situations, on peut s'exposer à ce genre de virus-là. Mais quand on est ado, est-ce que le VIH est la principale menace, vous pensez? Non. C'est possible, puis je pense que Corinne et puis Francis pourront nous en parler tantôt, oui, par la sexualité, mais aussi par l'injection de drogue. Mais à l'âge que vous avez, dans le contexte dans lequel vous avez, il y a des menaces plus probables que celles de contracter le VIH de façon sexuelle. Oui, ma belle? Avoir un bébé. D'habitude, c'est un bel événement. Elle, on va y parler. Là. Il y a quelque chose que... non, peut-être qu'elle a compris. On ne sait pas, là. Voulez-vous répéter la question, s'il vous plaît? C'est bon. Donc, c'est vrai qu'à 15, 16, 17 ans, avoir un enfant, c'est lourd en conséquences. Puis comme Catherine disait, des fois, c'est pas facile d'anticiper ce que ça va nous coûter. Mais on peut comprendre que des fois aussi, on peut avoir le désir d'un bébé parce qu'on va devenir quelqu'un d'important à ses yeux et tout ça. Donc, il y a des raisons aussi qui font des fois qu'on voit mal les conséquences de ça dans notre vie. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qu'on pourrait se donner? Oui, quelqu'un qui est, finalement, ça revient à ce qu'on disait tantôt, la forme, hein? Quelqu'un qui a une bonne condition physique qui lui permet d'avoir une relation sexuelle où il y a plusieurs phases, où il y a le temps de se faire plaisir, de faire plaisir à sa partenaire. Alors moi, les petits messages clés que j'aurais peut-être à vous dire, c'est que la grande question qu'on se pose quand on est full hormones comme vous autres, parce que c'est vrai qu'on est full hormones, ça a de l'impact non seulement sur notre consommation ou sur notre stress, mais ça a aussi de l'impact sur le désir qu'on se met à éprouver, soit pour quelqu'un du même sexe que nous, pour quelqu'un du sexe opposé. C'est vraiment à l'adolescence que ça se précise. Donc, la sexualité, juste vous dire que c'est un droit. C'est une zone dans notre vie où on peut devenir quelqu'un, s'actualiser, se connaître. Mais comme on l'a dit tantôt, c'est aussi une zone où on peut se mettre en situation de risque. On a parlé un petit peu tantôt des risques sur la santé, mais il y a aussi des risques positifs. Tu sais, le stress, on a parlé un peu tantôt, c'est aussi un moteur des fois. Donc, la sexualité, c'est la même chose. Il y a beaucoup de risques, oui, pour la santé psychologique et tout ça, mais aussi le risque d'être heureux, le risque d'avoir du plaisir, le risque de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, le risque de connaître qui on est, qu'est-ce qu'on veut comme homme, comme femme. Donc, c'est un peu cette dimension-là qu'il faut regarder. Puis, il y a aussi des droits, il y a des risques, mais il y a aussi des devoirs.
Puis je pense que dans la sexualité, à l'âge que vous avez, la grande question qu'on se pose, c'est « je suis normal ». Ça, là, hein, je suis normal. Je suis full hormone, je pense juste à ça, je me contrôle plus. Ou, au contraire, il me semble que c'est pas quelque chose qui me rejoint encore. Je ressens pas encore ça. Juste vous dire qu'à l'âge que vous avez, là, tout le monde n'a pas eu de relation sexuelle. Je vais faire comme Catherine, je vais donner des chiffres. Puis, à votre avis, là, puis là, on parle pas personnel. On parle d'une autre école de jeunes de secondaire 3 à 5. À votre avis, combien de jeunes ont déjà eu des relations sexuelles à l'âge que vous avez? 95%, 100%, 50%, 10%? Bon. Alors, à l'âge que vous avez, c'est tout à fait normal de ne pas en avoir, de ne pas vouloir en avoir, de ressentir la pression d'en avoir. Et c'est aussi normal de débuter sa sexualité. Donc, juste pour vous donner des chiffres, ça dépend des milieux, ça dépend du contexte culturel aussi, ça dépend de l'emprise de notre entourage et tout ça. Mais autour de secondaire 1 et 2, en général, c'est 10-15% des jeunes qui commencent à vivre une sexualité qui inclut la pénétration. Puis en secondaire 5, d'habitude, c'est plus 50%. C'est pas 95, c'est 100%. Donc, sentez-vous tout à fait légitime d'avoir une sexualité. D'avoir une sexualité, ça veut pas juste dire non plus d'avoir des pénétrations. Puis, de trouver des... On pourra en reparler tantôt dans nos questions, mais il y a moyen aussi de vivre une sexualité qui est épanouissante, qui est tripante, qui correspond à l'ensemble des critères dont on a parlé tantôt. Fait que j'espère que vous allez avoir des questions parce que c'est ça. Puis, juste une dernière chose, OK? Je trouve ça important. Je suis écœurée dans les médias qu'on parle de l'hypersexualisation des jeunes. Je tenais à vous le dire, là, comme scientifique, j'en ai ma claque. Ce n'est pas vrai que vous êtes hypersexualisés. Je fais de la recherche sur les jeunes depuis 30 ans, puis vous n'êtes pas plus, puis pas moins actifs que les jeunes de 30 ans. Puis vous vous protégez pas moins que les jeunes il y a 30 ans. Puis dans le fond, ce que je tenais à vous dire, la science, c'est ce qu'elle nous dit. La seule chose, c'est que vous êtes exposés plus que jamais. On a parlé tantôt du web, on a parlé l'environnement dans lequel vous baignez, lui, il est hypersexualisé. Mais le problème, c'est pas vous. Puis je pense que vous avez l'intelligence de prendre vos distances et d'être critique par rapport à ça. Ce qu'on voit sur le web en pornographie, la sexualité, c'est autre chose. On pourra s'en parler tantôt. Merci, Joanne. C'est peut-être un sujet qu'on pourrait aborder, ça, la pornographie sur le web. Hein? C'est un sujet qui... oui. Alors ça, c'est le volet scientifique. Les 3 personnes que vous avez entendues sont 3 chercheurs. Chercheurs ou chercheuses? Qu'est-ce qu'on dit? Chercheurs, hein? Ça, c'est On mieux. cherche. 3 chercheurs. On ne trouve pas tout le temps. Et ce qu'elles ont en commun, elles sont subventionnées par les instituts de recherche en santé du Canada pour différents travaux de recherche. Très intéressant. Maintenant, j'ai 2 autres invités à vous présenter qui ne sont pas des chercheurs, mais qui ont des témoignages fort intéressants à ajouter à cette discussion. Je vous présente donc Corinne Taillon. Corinne est père aidante au groupe d'intervention alternative par les pères depuis 1 an et demi et travaille au centre de jour dans la rue. Son expérience des centres jeunesse, des problèmes de consommation, du système de justice, ainsi que des problèmes familiaux, ça lui permet tout ça d'être en mesure de bien comprendre, en fait, les problèmes des jeunes et aussi de pouvoir les aider lors de situations difficiles. Alors, Corinne, merci d'être ici. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Je vais commencer peut-être juste avec ce qu'Isabelle avait dit sur le stress. Je suis extrêmement stressée. Alors, si je parle trop vite, gênez-vous pas. Moi, dans le fond, je suis venue vous parler un petit peu de mon parcours de vie. J'ai commencé à consommer quand j'étais très jeune. Moi, je viens du quartier Saint-Michel, juste à côté d'ici. Bon, yes! Fait que, quand j'étais très jeune, j'ai commencé à consommer. Je pense que, comme la plupart des gens, ce qui m'a fait commencer à consommer, c'est les amis.
la pression, l'influence, pour faire comme tout le monde, pour essayer. Puis je pense que c'est normal. Nous, dans notre travail de père aidant, on dit pas aux gens qu'il faut pas consommer. On essaie juste de leur montrer peut-être des trucs pour le faire sans se nuire, sans bousiller leur cerveau ou leur capacité, puis en restant stable là-dedans. Mais moi, j'avais pas tous ces beaux outils-là quand j'étais plus jeune, fait que malheureusement, ça l'a un petit peu mal tourné. Je pense qu'il y a des raisons, des fois, dans la vie qui peuvent nous amener à vivre l'excès. Moi, personnellement, c'était les problèmes familiaux. J'avais beaucoup de la difficulté à gérer le stress que je vivais à la maison. Puis pour moi, vraiment, l'alcool, fumer du pot, puis éventuellement d'autres drogues, ça m'a vraiment permis d'échapper à toute cette pression-là. Mais malheureusement, ça permet peut-être d'échapper une journée ou deux, mais on dirait que le lendemain, tu te réveilles puis que c'est 10 fois pire. Alors, c'est un petit peu un cercle vicieux. Alors, ça a commencé, comme je disais, très jeune, à 12 ans. J'ai fait une fugue de chez moi. Puis je me suis ramassée dans la rue, au centre-ville de Montréal, toute seule. Je connaissais pas vraiment personne là-bas. Puis si vous voulez, s'il y en a, je pourrais vous donner après de l'information sur des endroits que j'aurais bien aimé connaître à cet âge, au lieu de me ramasser seule. Mais c'est ça, je me suis mis à consommer. Puis évidemment, moi, je viens d'une famille monoparentale. Je vivais seule avec mon père et mes frères. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Puis c'est ça. Alors, je suis partie. Puis quand la police m'a retrouvée, mon père, il était pas content, évidemment. Il m'a envoyé en centre jeunesse, puis c'est un petit peu là que tout s'est mis à dégrader. C'est sûr que, bon, la consommation, les amis, je voulais être une petite toffe, je voulais me prouver, je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable de faire plus, que je pouvais être débrouillarde. Ça a eu ses bons côtés. Au cours de mon adolescence, j'ai vraiment appris à connaître mes limites, puis à connaître qui j'étais moi-même. Mais c'est sûr que ça m'a apporté aussi une bonne dose de problèmes, évidemment. C'est sûr que jongler avec l'école, la consommation, les problèmes familiaux, c'est évidemment beaucoup de stress sur le corps. Je pense que je m'en suis quand même bien sortie parce que maintenant, après tout ce parcours-là, que ce soit avec les centres jeunesse, la prison, j'utilise toutes ces expériences personnelles-là pour aider en tant que père aidante. Qu'est-ce que ça fait un père aidant dans la vie? Dans le gros, c'est qu'on sort de notre expérience personnelle pour aider les jeunes qui vivent un petit peu des situations semblables à nous autres, pour les aider à leur donner des trucs, que ce soit par rapport au stress, à la consommation d'alcool ou d'autres drogues, ou même avec l'ITSS, la santé sexuelle. On est vraiment basé sur une approche qui est par le vécu. On n'est pas des gens qui ont étudié là-dedans, c'est vraiment par qu'est-ce qu'on a vécu qu'on essaie de redonner aux gens un petit peu cette approche-là. Fait que c'est ça. Ben, merci, Corinne. Ça l'explique un peu. Merci. Et lorsqu'on fait des présentations orales ou lorsqu'on prend la parole en public, le moment le moins stressant, c'est à la fin, hein, Corinne, quand on finit, hein? C'est ça. Le prochain invité que j'ai à vous présenter, c'est Francis Lebel. Alors, Francis, il est père aidant, lui aussi, au groupe d'intervention alternative par les pères depuis 2 ans. Il fait du travail de rue avec plein milieu. Ayant connu à l'adolescence les centres d'accueil, l'appartement supervisé et par la suite la prison, les problèmes de consommation et le milieu de la rue, Francis se sert de son bagage pour comprendre les jeunes en difficulté et les aider à s'en sortir. Merci beaucoup d'être ici, Francis. Merci à toi. Allô? Ben, en fait, moi, mon parcours il ressemble un peu à celui de Corinne. Donc, on travaille avec notre expérience qu'on a eue avec notre vécu dans notre travail. Vu que Corinne a pas mal dit notre parcours, ouais, tu sais, j'ai fait des prisons, j'ai pas eu vraiment de famille, fait que j'étais en centre d'accueil. Moi, je me sauvais des centres d'accueil parce que je voulais une liberté, parce que j'étais pas comme un criminel en centre d'accueil, si j'avais pas de famille pour moi. Fait que je me sauvais, je me ramassais sur la rue, puis je connaissais pas les ressources à ce moment-là, pas mal comme Corinne. Puis c'est ça qui m'a amené à faire ce travail-là, à force de découvrir soit des ressources qui m'ont aidé moi, puis trouver des moyens pour m'en sortir. Je vais parler plus de mon travail, en fait, vu que côté vécu, je pense qu'on a pas mal parlé, fait le tour. Un travail de rue, travailleur de rue, il y a du monde qui sait c'est quoi ça fait. Ouais, c'est ça. En fait, je me promène, j'ai un pack-sac sur mon dos, puis je suis sur la rue, je me promène, puis j'ai du matériel stérile pour donner aux gens qui consomment soit par injection ou par inhalation. Les référer dans les ressources, essayer de trouver les gens qui sont dans la rue, qui connaissent pas les ressources, qui sont pas en lien, qui savent pas où trouver de l'aide quand ils sont dans le besoin, en fait. Puis, le monde qui se ramasse à la rue, personne n'est à l'abri de ça, en fait.
Il y a du monde qui vont se ramasser là. Il y a du monde qui vont être mieux dans la rue que chez eux, d'un fois, s'ils vivent des problèmes trop lourds, qui vont se sauver de leur milieu familial, qui vont sur la rue. Moi, en me promenant, je connais les spots où ce que le monde se tient, puis je découvre, en parlant avec une approche de réduction des méfaits avec les jeunes pour les amener vers les bons endroits, en fait. Puis, sinon, je vais... Ouais, la réduction des méfaits, il y a quelqu'un qui sait c'est quoi? Je penserais pas. La réduction des méfaits. Non. OK. Bon. En fait, la réduction des méfaits, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne qu'on sait, admettons, je vais prendre un consommateur, mais la réduction du méfait, ça peut être autant dans sexualité que n'importe quoi. C'est si quelqu'un, on sait qu'il va déjà consommer, puis que son idée est préconçue que la personne va consommer, bien, c'est de trouver des moyens pour qu'il y ait du matériel stérile ou qu'il consomme sécuritairement, au lieu de l'empêcher de consommer, parce que la personne, elle va déjà consommer, puis son idée est déjà préconçue, c'est de limiter les dégâts qui pourraient en découler de ça en faisant ça responsablement. Merci, Francis. Merci à vous. Comme on va commencer la période d'échange dans quelques secondes, et comme vous voyez, on touche pas mal à tout, hein? Le stress, l'anxiété, on touche à la dépendance, à l'alcool, la sexualité et des témoignages des gens qui ont vécu un peu de tout, un peu de ça, effectivement. Alors, ça serait très plaisant si vous puissiez venir au micro à l'avant. On m'entend? De quelle manière on peut combattre le stress? Comment? De quelle manière on peut combattre le stress? C'est une bonne question. Il y a plein de façons. Premièrement, quand tu reconnais, tantôt on a parlé les signes du stress, une des façons super simples pour le faire, c'est de faire bouger votre ventre. C'est niaiseux, hein? De quelle manière? Hein? Pas de cette manière-là. C'est pas le ventre, ça. C'est prendre des grandes respirations. Faire n'importe quoi qui va faire en sorte, tu sais, vous avez des cours de bio. Hein? Vous avez des cours de bio? Non. C'est science et Vous connaissez vos poumons? Hein? Les poumons? Les poumons sont entourés d'une espèce... Les poumons sont entourés d'une... C'est gentil. Les poumons sont entourés d'une espèce de membrane. Hein? Puis en bas du poumon, il y a comme une espèce de couche, OK, d'une membrane. Le truc, c'est de faire vibrer cette couche-là. Pourquoi? Parce que ça envoie le message à votre cerveau que tout est correct. Quand ça bouge, tout est correct. OK? Puis le stress va diminuer automatiquement. Donc, n'importe quoi qui vous permet de faire vibrer cette couche-là, prendre des grandes respirations par le bedon, hein? Faites gonfler votre bedon, chanter, rire, faire du sport, n'importe quoi qui va faire ça. Vous êtes un sportif, ça va vous aider. Donc, n'importe quoi qui fait bouger votre membrane, techniquement, ça envoie un message à votre cerveau pour dire « Hey, tout a de l'air d'être correct ». Ça, c'est une première affaire. Hein? Ça aide à court terme. Il y en a d'autres qui vont faire du yoga, puis ça va faire la même affaire. Il y en a d'autres qui vont faire de la méditation. Trouvez votre façon à vous qui vous aide le plus. On n'est pas tous pareils, puis on n'a pas tous les mêmes trucs. Hein? Mais après ça, pour faire diminuer le stress, une bonne façon, c'est trouver qu'est-ce qui est stressant dans notre vie. Parce que toi, ton stress risque d'être vécu dans certaines situations, puis d'une autre personne, ça va être dans complètement d'autres situations. Donc, plus tu connais tes sources de stress, plus que tu vas être capable de développer des façons pour être capable de régler un problème, si jamais c'est quelque chose que tu peux régler. Tu peux demander aux autres pour régler certains problèmes. Puis après ça, ou il y a des fois, il y a des situations de stress, comme le mammouth puis l'homme des cavernes. Quand vous avez un mammouth devant vous, là, c'est pas le temps d'essayer de discuter avec lui. Hein? Des fois, la meilleure façon, c'est de vous en aller. OK? Donc là, après ça, tout dépend quel genre de stress vous vivez. Puis, il y a tout le temps des façons pour le faire. Okay. Ça répond à ta question? OK. Ce que je vais vous recommander, là, au lieu de lever la main, venez en avant. Vous vous mettre peut-être en ligne, poser des questions, ça va accélérer le flow. Oui? Bonjour, enchanté. Bonjour. J'aurais une question concernant la consommation durant les problèmes sociaux. Disons qu'on a des problèmes à la maison, à l'école ou quelque chose. Si on n'a pas d'autres solutions à part consommer, qu'est-ce qu'on fait?
Wow, très bonne question. Je pense que c'est souvent la question que plusieurs personnes se posent, pas juste les jeunes, les vieux aussi. On en voit de 50 ans qui n'ont peut-être pas encore trouvé la solution. Je pense que vraiment, la meilleure chose à faire, c'est d'aller en parler, trouver quelqu'un de confiance, que ce soit un ami, une ligne d'écoute, que ce soit un travailleur social, une infirmière, un professeur, un oncle, une tante, n'importe qui. Il y a toujours au moins une personne à quelque part qui peut vous écouter. Des fois, juste le fait d'en parler, ça peut nous aider à se reculer de ces problèmes, puis vraiment d'avoir une nouvelle vision sur les choses qui nous stressent ou les choses qui nous font suer, mettons. Là. Fait que des fois, ça l'aide un petit peu à prendre distance de nos problèmes. Puis je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que quand on garde tout ça en dedans, ça s'accumule. Puis consommer, malheureusement, ça peut jouer avec nos émotions dans notre cerveau. Hein, quand on consomme de la drogue, toutes les sortes de drogues ont des effets sur notre cerveau. Si on consomme du speed ou de l'ecstasy, ça débalance un petit peu les neurones dans notre cerveau. Fait que les jours après, on peut se sentir plus déprimé. On a de la misère à dealer avec la réalité. Ça nous fait pleurer peut-être même. Si on consomme beaucoup de pot, à la longue aussi, on peut devenir dépressif. Même chose avec l'alcool. Fait que je pense que c'est pas nécessairement la meilleure solution, mais vraiment d'essayer de prendre une distance de ces problèmes. Des fois, si ça va pas trop bien à la maison, si c'est possible d'aller passer une semaine, chez une tante, un oncle, un ami. Des fois, il y a des moyens de s'arranger avant que les problèmes deviennent trop gros. Et peut-être en parler aussi. Hein? Ouais. Catherine, peut-être là-dessus? Oui, au vol comme ça. Ben en fait, moi, je réfléchissais pendant que tu parlais, Corinne, puis je me disais, quand on consomme, puis bon, moi, j'ai pas étudié les drogues, j'ai étudié l'alcool, mais c'est sûr que quand on consomme de l'alcool puis qu'on en consomme beaucoup, le lendemain, on vit un lendemain de veille, hein? On est hangover. Et, je sais pas le yeah, il vient de où, là, mais bon, moi, personnellement, avoir mal à la tête, être étourdi, suer, être fatigué, avoir faim, être tout mélangé, là, moi, personnellement, j'aime pas ça. C'est peut-être juste moi, mais j'aime pas ça. Et je me dis, des fois, c'est peut-être juste quand on est dans une situation où on a des problèmes, puis on consomme, disons, de l'alcool pour les oublier, c'est sûr que le lendemain, on file pas très bien. Puis peut-être de dire, une soirée, je vais juste pour essayer, juste pour voir, ce soir, j'en prendrai pas, puis je vais voir comment je me sens demain. Puis peut-être qu'on va se rendre compte, parce que comme Corinne le disait, ça a plein d'effets sur notre cerveau, on fait le croche le lendemain. Peut-être qu'on va se rendre compte que ça vaut la peine de passer à travers, disons, la soirée à jeun. C'est peut-être un peu plus tough, mais mon Dieu que le lendemain, c'est un peu moins difficile. Fait que, tu sais, des fois, il faut apprendre à se connaître. Tantôt, Isabelle parlait de reconnaître les signes du stress. Tu sais, des fois, c'est apprendre aussi comment se comporter, puis de faire des tests. Francis, t'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, parce qu'on parlait de cerveau et de consommation. En fait, la consommation de drogue sur le cerveau, souvent, surtout en amphétamine, ces trucs-là, que ça va faire, c'est que ça va donner plus de dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est généré par le cerveau, c'est ça qui donne le plaisir, en fait. Puis, qu'est-ce qui arrive au moment qu'on consomme, la dopamine va être vraiment haute, fait qu'on va avoir un gros plaisir, mais au lendemain, quand on parlait de lendemain de veille, en fait, c'est que cette dopamine-là, elle descend tellement bas que ça amène vraiment à des dépressions. Puis ça peut être encore plus dur après parce que les problèmes ne sont pas partis, parce que tu as consommé, tu vas les avoir oubliés pendant un certain moment, mais après ça, tu n'as plus de dopamine, tu n'as plus de plaisir, puis tes problèmes sont encore là, ils ne sont pas encore plus gros parce qu'ils ne sont pas réglés. Fait que comme tout le monde dit ici, puis tout le monde est d'accord, je pense que c'est d'en parler, c'est la meilleure solution. Merci. Ben oui. Mais vous savez, des fois, nous, comment on pense, c'est qu'on s'en fout un petit peu de tous ces trucs-là scientifiques pendant ces situations-là. On s'en fout de la dopamine. Puis de... Non, mais c'est vrai. Un ado, ça va pas chercher qu'est-ce que ça fait à son cerveau. Mais aussi d'en parler, disons, en état de choc, quand il t'arrive quelque chose, tu n'as pas envie de parler à personne. Soit par manque de confiance, tu ne veux pas parler à personne, ni aussi des expériences que tu as vécues. Donc, peut-être des fois aussi, quand je vous dis que c'est un dernier recours, la drogue, c'est que les jeunes veulent pas aller voir personne parce qu'ils veulent pas exposer leur vie à personne. Parce que c'est leur problème, parce que ça a la peur que ça dégénère. Ouais. Dans le d'autres. Corinne?
Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, moi puis vous autres, on n'a pas vraiment une grande différence d'âge. Je viens juste d'avoir 23 ans. Je suis pas si vieille que ça. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis qu'on s'en fout un petit peu de ce que ça fait à notre cerveau, puis qu'on n'a pas vraiment envie d'exposer notre vie. Moi, justement, j'ai attendu vraiment longtemps avant d'être capable de pouvoir m'ouvrir puis de régler un petit peu des bébites qui traînaient dans le fond de moi, qui sont restées là, puis qui ont juste fini par grandir, malheureusement. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pour ça que je dis vraiment l'important, tu sais, pas attendre qu'on soit sous pour commencer à dire à tout le monde en avant du party, je l'ai perdu, ça me fait de la peine. Ça, tu sais, c'est pas le bon moment. C'est vraiment d'essayer de trouver une personne de confiance. Il y a des lignes d'appel que tu peux appeler qui sont confidentielles. La personne n'aura même pas besoin de demander ton nom. Tu sais, des fois, justement, on peut aller chercher de l'aide tout en gardant l'anonymat. Puis des fois, juste ça peut faire une petite différence pour avoir une piste de solution. On n'est pas obligé d'en parler à tout le monde. Des fois, ça peut aider de s'exposer, mais je comprends. Mais en même temps, il faut pas avoir honte. Je pense qu'on devrait être plus honteux de pas chercher de solution à nos problèmes que d'avoir honte d'avoir un problème. C'est bien dit. Isabelle, là-dessus? C'est difficile à suivre après toi. Tu sais, dans le fond, peut-être c'est juste pour rajouter quelque chose. À ce moment-là, quand tu es dans cette situation-là, puis tu as envie de consommer de la drogue, est-ce que tu as envie de consommer de la drogue ou tu as envie de mettre fin à comment tu te sens? Puis que tu utilises la drogue pour passer à autre chose, pour te sentir mieux. Excusez-moi, ça dépend des cas. Ben oui. C'était pas, je posais une question, mais c'était pas à toi, là, c'était en général. Réponds pas. Donc, dans le fond, c'est utile de se poser cette question-là. Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai envie de consommer ou c'est parce que j'ai envie de me sentir mieux parce qu'en ce moment, je me sens tellement mal? Puis là, c'est quand je vous l'ai dit, votre corps, là, c'est votre meilleur instrument. Il vous dit que ça va mal. Si tu veux ignorer le système d'alarme qui est rouge puis qui clignote comme ça, en prenant la drogue, pendant certaines heures, là, le système d'alarme va avoir l'impression qu'il n'est pas là. C'est comme mettre un pansement sur un bobo. Le bobo, il ne disparaît pas. Le bobo, il va revenir. Puis après, le lendemain, tu as encore moins de capacité de gérer le bobo. Mais là, je voulais en venir, il n'y a pas juste, en parler à une personne en qui tu as confiance, c'est sûr que c'est une bonne façon. Mais des fois, quand on est dans ce moment-là, précis, on n'a peut-être pas tout le temps envie de parler, puis c'est pas la seule solution. Il y a des ressources en ligne, tout ça, mais ça fonctionne peut-être pour certains jeunes. D'autres jeunes, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Il y a de plus en plus des applications mobiles qui vous permettent de gérer certaines situations difficiles. Pour moi, en ce moment, je suis en train d'en développer une pour l'intimidation par les pairs. Alors, il y a ça qui est disponible. Puis, connaissez-vous, pour vous, dessiner, jouer de la musique, écrire, courir, il y a plein de façons. C'est pas juste une façon. Puis, c'est en découvrant ces façons-là pour d'être capable de terminer ce moment-là où que c'est tellement intense. Merci, Isabelle. J'ai envie de poser une question à Joanne. Oui. Sexualité, Joanne. Oui. Joanne, regarder du porn sur le web, est-ce que c'est correct? Je pense qu'il y a toutes sortes de façons d'apprendre sur le plan de la sexualité. Lorsque, il y a une curiosité qui est tout à fait normale, on voit de toute façon dans les films, dans les vidéos, on est déjà exposé à toutes sortes de choses. C'est sûr que le web, c'est un accès facile. Il y a des choses extraordinaires, mais il y a aussi la pornographie. Est-ce que c'est sain, est-ce que c'est malsain? Ça dépend beaucoup de la façon dont on décode ce qui se passe là. Puis quand on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans, on n'a pas vécu beaucoup de choses encore sur ce plan-là. Que la pornographie, ce soit notre seule façon de se faire une idée sur ce que c'est que la sexualité, sur la diversité des pratiques, la façon de faire plaisir à l'autre, ça biaise beaucoup notre façon de construire ce qu'on a envie, nous, de vivre. Puis ça nous fait sentir... ça met la performance très haute. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire, là. La pornographie, là, c'est du jeu, hein? Il faut s'entendre. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'engagement d'une personne envers l'autre. C'est strictement génital.
c'est des positions abracadabrantes qui fait qu'on aura envie de... On pense que si on fait pas ça, on n'est pas quelqu'un de normal, ni quelqu'un de sexué. Alors, je pense que c'est ça. Je dis pas de ne pas y aller. Je pense que de s'exposer à différentes choses, puis d'être critique, de dire, moi, c'est ça que j'ai envie de vivre. Moi, c'est pas ça que ça me dit. C'est pas les envies que j'ai, c'est pas de me placer comme ça, puis de faire ça à l'autre. J'ai envie de prendre du temps doux. Les filles, on est de même, là, le temps doux, puis c'est des caresses, puis c'est prendre le temps de découvrir l'autre, puis d'y faire plaisir. Puis les gars, vous avez envie de ça aussi, faire plaisir aux filles en général, pas sûr, moi, là que ces entourloupettes-là, ça va vraiment combler votre vie sexuelle. C'est le fun aussi de prendre le temps d'apprendre, de découvrir aussi, par le massage, des choses comme ça. Bon, la pénétration aussi, mais c'est comme un aboutissement, c'est pas juste ça, la sexualité. Ploup, ploup, c'est fini par en arrière, par en avant, là. Donc, c'est vraiment prendre le temps de se découvrir, de découvrir les autres. Puis la pornographie, d'être critique par rapport à ce qu'on voit là. Je pense que c'est vraiment aussi une question de respect de soi, de respect de l'autre, d'être capable de nommer qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis de prendre le temps de se découvrir, puis de savoir qu'est-ce qu'on veut. Je pense que c'est vraiment de se respecter soi-même, de respecter son corps, puis je pense que c'est vraiment important. Super, Corinne. Question. Oui, on vous écoute. Allez au micro. Mettons qu'on ne peut pas dormir, c'est quoi les choses qu'on peut faire pour dormir? Dormir. Tu as parlé de sommeil, veux-tu parler de sommeil ou tu veux que je parle de sommeil? C'est sûr que je suis pas une spécialiste du sommeil. Moi, je l'ai étudié en lien avec l'alcool. Fait que je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. C'est clair que consommer de l'alcool, en fait, on a souvent l'impression, je sais pas là si ça vous est déjà arrivé, mais de prendre de l'alcool, en prendre un peu trop peut-être et vous endormir. Hein? On a souvent l'impression que l'alcool, ça l'aide à tomber endormi. Puis ça, c'est vrai. Ça a exactement cet effet-là. Si on boit trop, paf, on tombe endormi. Par ailleurs, ce que ça fait, c'est qu'une heure et demie à peu près après, on se met à se réveiller. Et là, on dort pas bien du tout. Et tout le reste de la nuit, on dort mal. Moi, j'appelle ça dormir 100 fois une minute. Là. Quand on dort 100 fois une minute dans une nuit, là, le lendemain matin, on n'est vraiment pas en forme. Et là, ça continue. Donc, c'est sûr que l'alcool, vous avez peut-être, ceux qui ont déjà consommé de l'alcool, l'impression que ça favorise le sommeil. Rien n'est plus faux. Ça l'aide à tomber endormi, mais ça favorise certainement pas le sommeil. Il y a beaucoup d'autres manières qui sont beaucoup plus utiles pour dormir. Je pense que vous êtes une école où il y a beaucoup de sportifs. Être épuisé quand on va se coucher, là, c'est une fichue de bonne manière de bien dormir. Le sport, c'est absolument génial pour ça. Quand on se couche, ben c'est sûr que si on vient de finir une game de basket ou de soccer ou je sais trop, 5 minutes après, on est sur l'adrénaline. Hein? Puis là, Isabelle va pouvoir en parler plus que moi, là, mais là, on est sur un high. T'sais, ou même, on est allé nager à la piscine, on revient, on est collé au plafond. Là, on n'est pas capable de s'endormir. Mais un petit peu plus tard après, là, c'est sûr que ça va vraiment favoriser le sommeil. Isabelle, veux-tu... Bien, peut-être... le sommeil, il y en a là que ça ne sera jamais un problème pendant toute leur vie, le sommeil. Puis il y en a d'autres qui vont avoir de la difficulté pendant toute leur vie. Puis il y en a certains autres que c'est seulement dans certains moments de leur vie où ça va être plus difficile. Hein? Donc, on est tous bien différents. En général, ce qui aide beaucoup à régler des problèmes de sommeil, c'est d'avoir une bonne routine du sommeil. Ça, des fois, on oublie ça. Hein? On est tout le temps sur... Puis moi, je suis pareil. On est tout le temps sur notre cellulaire, sur notre iPad, on est sur Internet, là, jusqu'à temps là, qu'on est en train de tomber. Là. Mais le problème, c'est qu'on est en train de activer notre cerveau tout le temps. Vous en foutez du cerveau, peut-être, mais faut aussi reconnaître qu'est-ce qu'on fait à notre corps, puis comment, après ça, notre corps nous fait vivre. Hein? Parce que c'est pas différent. Le corps, vous pouvez pas le prendre quand ça vous fait votre affaire, puis après ça, dire de l'ignorer pendant certains moments. Donc, des fois, c'est aussi simple que d'arrêter de regarder la télévision, d'être sur Internet ou quoi que ce soit, ou choisir une musique moins activante, au moins une bonne heure, certains, avant de vouloir aller vous coucher. Faire
aller lire, dessiner, écouter une musique un peu plus relaxe, que vous aimez quand même. C'est pas obligé d'être de la musique plate ni de la musique classique nécessairement, mais une musique plus détendue. Puis, c'est de graduellement en arriver à ça. Pas de télévision dans votre lit si vous avez de la difficulté à dormir. Pas de café après, souvent on dit 4 heures, 5 heures, ou beaucoup de liqueur après 4 heures, 5 heures, parce qu'il y a beaucoup de sucre, beaucoup de caféine. Un petit Red Bull avant de se coucher non plus, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. Habituellement. Non. Hein? Donc, il y a des trucs comme ça, beaucoup plus simples, qu'on peut commencer à mettre en pratique. Puis c'est avec le temps, si vous êtes capable de vraiment continuer à mettre ces choses-là en pratique, que graduellement, la difficulté d'endormissement va devenir moins grande. Puis peut-être, Isabelle, aller vers Catherine par rapport à l'alcool. Puis quand on boit, comme tu le dis, oui, on s'endort rapidement, mais là, on a des périodes d'éveil. Quand on boit pas, même si on dort moins longtemps, on dirait qu'on récupère mieux. Oui, absolument. Parce que l'alcool, quand on dort, l'alcool a un effet sur ce qu'on appelle notre sommeil profond. Ce sommeil qui est très, très, très utile, qui est le plus réparateur, c'est celui-là qui est affecté avec la consommation d'alcool. Donc, même si on a l'impression de dormir, ça a été un sommeil qui a été très léger, où on n'a pas réussi à complètement faire le vide sur la journée, où on n'a peut-être pas... où tout l'aspect réparateur du sommeil n'a pas été présent. Fait qu'on se réveille le lendemain, puis ça va mal. La journée est longue. C'est pénible. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on avait un super beau panel? Alors, j'aimerais remercier officiellement Isabelle Ouellette-Morin, Catherine Paradis, Joanne Otis, Corinne Taillon, et Francis Lebel.